Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité et heureuse de vous retrouver sur votre plateau Réflexion politique. Un plateau sur lequel, avec mes invités, vous le savez déjà, essayons d'avoir des avis sur des réflexions, également apporter des réponses à des questions que vous vous posez, que nous posons ici sur ce plateau. En Afrique, en moyenne, les jeunes représentent plus de 60% de la population active. La participation de la jeunesse dans la gouvernance peut être considérée comme une exigence fondamentale de démocratie. Dans tout type de gouvernement, il est crucial que les jeunes aient des plateformes où ils puissent exprimer leurs opinions et participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques gouvernementales. On constate également qu'elle manifeste depuis plusieurs années une prise de conscience forte et croissante quant à ses responsabilités et son rôle en matière de développement et de stabilité. Mais comment davantage impliquer la jeunesse pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle sont autant de questions que nous nous posons, d'où notre réflexion du jour. Comment inciter et impliquer davantage la jeunesse à la gouvernance en Afrique, peut-être, mais il s'agit du Mali. Et pour en débattre, pour discuter, pour pousser la réflexion, j'ai des invités téléspectateurs de Mandé TV. Il s'agit de Madame Maï Niaré, elle est vice-présidente du Réseau international des femmes leaders et elle a aussi été experte des états généraux qui se sont faits il y a juste quelques semaines au Mali. Alors, Madame Niaré, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de venir poser la réflexion avec nous en tout cas. Notre second invité est Monsieur Alpha Cissé. Il est spécialiste en gouvernance et financement du développement international. Également professeur de relations internationales à l'université ISC Business School, pour ne citer que cela, sinon il a d'autres fonctions. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue. Très honoré d'être parmi vous. En tout cas, c'est un jeune et le thème concerne les jeunes. On verra bien, Madame Niaré aussi, hein. On verra bien, vous avez été expert sur les états généraux de la jeunesse. Il y a eu énormément de discussions, beaucoup de discussions. Les jeunes étaient là. Ils ont pu exprimer plein de choses, des doléances, leur participation à la gouvernance peut-être du Mali, de l'Afrique. Les défis aussi, parce qu'on remarque qu'il y a pas mal de défis. On va en parler, on va pousser cette réflexion sur le plateau. Entre-temps, votre analyse sur la jeunesse et la gouvernance en Afrique. Madame Niaré, je vais commencer par vous. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup pour la question. En fait, nous sommes dans un carrefour de défis, d'énormes défis pour la jeunesse. Des défis au niveau de la gouvernance sur tous les volets pratiquement. Et dans notre, comme vous avez dit dans l'introduction, on a près de 60% de la population qui sont des jeunes. Et si nous n'avons pas de vraie politique pour prendre en compte leurs enjeux, les difficultés et les problèmes, je pense que ce sera difficile d'avoir des politiques sectorielles qui marchent réellement si nous laissons 60% de la population sur le banc des touches. C'est devenu une question cruciale, centrale, qui nous interpelle tous. Et aujourd'hui, les états généraux de la jeunesse, que le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé il y a juste quelques temps, ont donné l'opportunité aux jeunes de s'exprimer, de prendre la parole et de parler eux-mêmes de leurs défis, de leurs difficultés et des perspectives d'avenir qu'ils ont. Et heureusement, ça rentre dans la droite ligne de la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a dit une phrase qui a interpellé toute la jeunesse, où il dit que s'il échoue, c'est toute la jeunesse qui devra échouer. Donc, dans ces jours de discussion, on a discuté d'un certain nombre de thèmes où les jeunes se sont prononcés, où ils parlent de leurs problèmes de formation, de leurs problèmes d'éducation, de leurs problèmes... ils échappent carrément à la politique. Nous avons aussi détecté des points où les dirigeants politiques les divisent pour mieux régner.
Donc ils commencent à comprendre aujourd'hui qu'ils sont sur le banc des touches parce qu'on les utilise comme les femmes pour aller voter, mais on ne les utilise pas pour prendre des décisions. Donc il y a tout un ensemble de points sur lesquels notamment 6 thématiques ont été abordées. Donc nous aurons la possibilité un peu de résumer ces thématiques. Je pense que plus on va avancer, on verra davantage. Voilà leur point de vue dans ça, quoi. Par rapport à ça. Merci beaucoup. Entre-temps, M. Cissé, vous êtes jeune. Je me permets de souligner ici que vous avez quand même un parcours hors du Mali et vous êtes très récemment revenu au Mali. Mais comment vous analysez ça, étant jeune? Déjà, je vous remercie pour l'honneur que vous me donnez d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je pense que de nos jours, la jeunesse doit être au centre de toutes les décisions. Et parce que, en général, déjà en Afrique, 42% de la population africaine ont moins de 17 ans. Et cette jeunesse aujourd'hui qui est là, doit être une jeunesse très active. Une jeunesse qui ne va pas servir seulement à... Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous la trouvez active d'abord? C'est ça. On doit déjà essayer de poser le problème. Quel constat, pas un bilan, mais quelle analyse faites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse en Afrique, elle est bouillonnante ou pas, elle est latente? Voilà. Elle commence à s'éveiller. Déjà, c'est une jeunesse informée. Je pense qu'elle commence aussi à être une jeunesse décomplexée. Et maintenant, il faut qu'on l'assiste, qu'on l'aide à être une jeunesse innovante. C'est quoi une jeunesse innovante? C'est une jeunesse qui est au service de sa nation. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse, comme vous l'avez dit, ne doit pas être sur le banc de touche. Elle doit être une jeunesse qui se bat à l'image de sa vision et de ce qu'elle veut pour nos différents pays africains, surtout le Mali en général. Donc c'est pour cela, moi, je pense que déjà 17 ans ou 15 ans, moins de 15 ans aujourd'hui, dans 25 ans, dans 26 ans, disons, en 2050, la population africaine de 1,2 milliard aujourd'hui sera 2,5 milliards. Donc on a un temps pour tout. La jeunesse aussi, c'est un temps, elle n'est pas éternelle. Donc il faudrait mettre en œuvre tout ce qui a d'utilité pour que cette jeunesse puisse être productive et apporter des solutions à nos différents défis qui sont très majeurs. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est d'ordre social ou d'ordre plus au-delà que ça par rapport aux politiques qui puissent vraiment faire défaut? Non, ce n'est pas seulement d'ordre social. Comme je le dis, c'est tous les pans de la société. Nous avons... il faut faire des réformes politiques et institutionnelles qui puissent donner la parole aux jeunes. Parce que de la façon dont nous sommes structurés aujourd'hui, et ça permet aux politiciens de les utiliser. Parce que nous savons que c'est une couche qui est très vulnérable. La plupart du temps, pour le moment, ce que nous vivons, ils sont mal formés, mal structurés. Ils ont des problèmes pour avoir de l'emploi, donc ils n'ont pas de revenus stables. Donc vous imaginez que pour les recruter pour une cause, c'est facile. D'ailleurs, ça va au-delà des réformes politiques et institutionnelles. Vous imaginez le problème sécuritaire. Ce sont les jeunes qui sont recrutés dans les réseaux de djihadisme, de trafic de drogue et d'autres choses. Donc les défis auxquels les jeunes font face, et ça va au-delà du problème social seulement. C'est vraiment une volonté politique affichée, assumée que nous devons avoir aujourd'hui pour donner une vraie voie de marche à tous les jeunes du Mali. Et ce qu'il a dit, je rejoins effectivement mon homologue qui est sur la table, c'est qu'effectivement les jeunes aujourd'hui ne sont pas bien accompagnés, ne sont même pas bien formés pour faire face aux défis. Et nous imaginons que ça aussi, ça va au-delà de la gouvernance et de la sécurité. Il y a aussi l'éducation. Le secteur de l'éducation doit faire l'objet d'énormes réformes. Parce que nous partons à l'école pour apprendre quelque chose, mais ce qui se passe dans le pays n'est pas conforme à ce qui se passe dans les écoles. Donc il y a un vrai décalage entre les pratiques et ce qu'on étudie et la connaissance de notre pays. Ce qui fait que le sens du patriotisme aussi n'est pas perceptible, puisqu'on part à l'école pour apprendre les informations, l'histoire d'autres pays, la culture de d'autres pays, ce qui fait qu'il y a l'inadéquation aujourd'hui que nous constatons entre ce que l'école malienne enseigne et ce qui doit se passer effectivement dans notre pays. C'est pour vous dire que les défis ne sont pas seulement au niveau social, c'est à tous les points. Et je pense que, heureusement, j'espère quand même, mais les actes montrent que la gouvernance a pris l'ampleur de la chose, que les politiques ont compris que sans les jeunes, il n'y a pas d'avenir pour le pays.
D'accord. Quels sont les défis au-delà de ce que vous venez d'avancer, que vous puissiez voir, par exemple, les défis à tous les niveaux? Ça, il s'agit des défis par rapport aux jeunes scolarisés, non scolarisés, qui sont au chômage, qui sont déjà en emploi. Tous les jeunes. Tous les jeunes. Heureusement, les États généraux ont donné la parole à tous les jeunes. Et même les jeunes qui sont livrés, qui sont dans la mendicité, dans la rue, se sont prononcés parce qu'ils n'ont finalement pas les mêmes défis. Pour un jeune qui est dans la toxicomanie, n'a pas les mêmes défis que celui qui a été lettré. Celui qui a été lettré à l'école n'a pas les mêmes défis que celui qui est au marché. Justement, comme vous tendez cette perche, quels sont les défis des jeunes au Mali aujourd'hui? Vous qui avez été experte pendant les États généraux, quels sont ces défis de la jeunesse aujourd'hui pour le Mali? Aujourd'hui, le gros problème, c'est d'abord les réformes institutionnelles, les réformes politiques et institutionnelles. Parce que sans réforme, la gouvernance ne peut pas bouger. Nous ne pouvons bouger que sur la base des textes qui existent. Et donc, il y a des problèmes d'adaptation ou d'écriture des textes, donc de faire des réformes politiques et institutionnelles. Il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes de gouvernance. Il y a l'adaptation des contenus des programmes scolaires. Il y a aussi les défis des jeunes. Aujourd'hui, la religion aussi constitue un défi énorme. La déviance, j'allais dire, pas la religion en tant que telle, mais la mauvaise utilisation et la compréhension, par exemple, de certains types de formations fait que nos jeunes se retrouvent un peu dans d'autres types de déviances qui sont un peu les djihadismes ou la mendicité ou d'autres déviances de la société. Au niveau social aussi, les jeunes aujourd'hui ne sont pas actifs, ne sont pas intégrés dans ce qui se passe. Ce qui se passe puisqu'ils sont dans un environnement, par exemple la fêtière qui réunit les jeunes, il y a trop de problèmes. Ils sont dans des conflits, dans des bagarres. Et qu'est-ce que les politiques font? Ils profitent de ces dysfonctionnements au niveau social et au niveau de la société civile pour prendre des décisions à leur place et les acter. Donc, nous avons constaté ça aussi. Au niveau culturel, les jeunes ne sont plus dans la codification culturelle du Mali. Parce que nous les avons amenés dans l'école occidentale, entre guillemets, et nous avons oublié de les récupérer dans notre propre société de production culturelle, ce qui fait qu'ils sont carrément en déphasage avec les réalités du terrain. Donc vous imaginez, au niveau aussi digital, nous avons vu que la technologie a amené des déviances et des dépravations de mœurs. Autant la technologie peut être utilisée à bon escient, mais autant ça peut être utilisé à mauvais escient. Et dans l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, qu'on fait par exemple des réseaux sociaux, nous nous rendons compte que nous pouvons utiliser cet outil et ils se sont prononcés sur l'opportunité d'utiliser les réseaux sociaux pour les former et non pour les pervertir. Et pour ça, la vision politique doit incarner ça sur le terrain, parce que c'est une chose de le dire, mais ça n'est une autre chose d'acter ça sur le terrain. Donc il faut aussi face à ce type de défis. Et donc les défis sont multiples et énormes. Ce qui fait que c'est très difficile. Les jeunes aussi qui sont au niveau, par exemple comme lui, qui sont à l'international, qui constituent la diaspora, n'ont pas exactement les mêmes défis que les jeunes qui sont au niveau du Mali, qui vivent ici. Et les jeunes qui vivent au niveau du Mali aussi sont confrontés à plusieurs types de défis en fonction de leur lieu géographique. Par exemple, les jeunes qui sont à Kidal ou à Tombouctou n'ont pas les mêmes défis que les jeunes qui sont à Caille. Vous imaginez que notre société, il y a des déviances qui ont amené d'autres types de problèmes dans la société. Par exemple, au niveau de Caille, nous avons vu que la jeunesse est très dynamique pour investir dans la région, mais ils ont d'autres types les pesanteurs au niveau social, notamment les coutus et coutumes, les freinent un peu pour leur épanouissement. Au niveau de Kidal, quand on regarde le périmètre géographique, c'est très difficile à dompter. C'est un environnement très austère pour l'éducation, pour la formation et même pour la santé de ces jeunes que nous ne prenons pas non plus en compte. Parce qu'il n'y a aucun système social qui permet de les prendre spécifiquement en fonction de leurs problèmes spécifiques. Et nous avons aussi détecté les soutiens psychologiques. Au Mali, ces soutiens psychologiques ne sont pas mis en exergue. Alors que les jeunes, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif et être sur le terrain, ils ont besoin d'être boostés psychologiquement afin qu'ils puissent nous donner les résultats escomptés. Donc tous les voyants sont pratiquement au rouge. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que nous n'allons pas reculer face à l'ampleur des tâches et que c'est une opportunité pour nous d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la jeunesse du Mali. D'accord. Monsieur Cissé, pour compléter ou bien donner oui, un petit moi peu je à tout pense ça. que, comme on le dit souvent,
il faut inciter la jeunesse vraiment à s'impliquer. Moi, j'appelle surtout la jeunesse à l'implication. C'est la chose la plus importante. Par exemple, je donne un exemple. Quand vous parlez un peu de cette jeunesse qui est au niveau de la diaspora, par exemple en France, moi, là où j'ai eu à faire mes études universitaires, souvent je vois nos compatriotes qui ont vraiment le niveau, ils peuvent servir ici, mais ils ont peur de rentrer parce que l'environnement n'est pas favorable à leur retour. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là-bas, ils ne connaissent pas leur potentiel, ils se livrent maintenant au petit boulot. Et moi, souvent, je l'ai dit tout le temps, c'est la donc, ça veut dire, pour vraiment poser ça, ils sont formés, mais ils ont un potentiel, ils se livrent au petit boulot que de rentrer et pouvoir servir le pays. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Le D'accord. système n'est pas propice pour les recevoir. Ils ont peur de rentrer et de ne rien faire. Parce que moi, souvent, j'ai vu des cas, des étudiants qui sont là-bas, qui ont 2 à 3 masters dans différents secteurs, dans différents domaines d'études. Et pourquoi ils le font? C'est juste pour pouvoir renouveler leur carte de séjour annuellement et pouvoir rester. Parce qu'en plus des études, ils font aussi des petits boulots qui les permettent de prendre la famille en charge ici. Parce que pour partir étudier, vous voyez souvent que c'est toute une famille qui s'est impliquée pour qu'il soit là où il est. Donc moi, je pense que ce sont des potentiels qui sont sur le banc de touche qu'on peut mettre en avant pour faire de bonnes choses au pays. Et comment ça doit se faire? Moi, je pense que l'État doit s'impliquer. Déjà, moi, quand j'étais président des étudiants maliens en Turquie, j'avais exposé cette ambition. Tous les étudiants maliens qui partent à l'extérieur pour les études, il faut les recenser. Il faut qu'au niveau de l'ambassade, s'il y en a, ou les consulats, il faut les recenser. Il faut savoir telle personne fait quoi, parce qu'en cas de besoin, le Mali peut faire appel à la personne. Et souvent aussi, à la demande d'emploi, on a du mal à avoir de l'emploi, surtout au niveau de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on demande de l'expérience. Celui qui n'est pas allé travailler, qui n'a pas eu la chance de s'exprimer, n'aura jamais d'expérience. Donc il faut avoir confiance en ces jeunes, il faut les laisser s'exprimer. Le génie qui en eux dorme. Il y a beaucoup de Mark Zuckerberg au Mali, mais pourquoi ils ne s'expriment pas? Parce qu'ils ne sont pas conscients de leur potentiel. Il faut les mettre en avant, il faut exciter leur potentiel afin qu'ils puissent s'exprimer, avoir cette chance de servir leur pays. Quand vous dites qu'il faut les mettre en avant, en réalité, qui doit les mettre en avant? Moi, je pense que... Qui? Vous voulez que je le complète? Je sais pas, c'est lui qui parle. Allez-y, si vous voulez. Vous voulez que je... Ok. Allez-y. Pour aller dans le sens de Alpha, en fait, c'est là où il y a les réformes politiques et institutionnelles qui rentrent en jeu. Vous ne rentrez pas... Mais il y a bien une politique nationale de la jeunesse qui est bien établie là. Non, c'est pas ça. Ça ne prend pas en compte les spécificités des jeunes de la diaspora. Ils ont peur de rentrer... Non, ça prend en compte l'ensemble des jeunes. Spécifiquement, comme je vous ai dit, ils ont des besoins spécifiques que les jeunes qui vivent au Mali n'ont pas. Première chose. Par zone déjà, même étant au Mali. Oui, exactement. Première chose. Deuxième chose, pour qu'ils puissent rentrer, il faut que les conditions soient favorables. Et nous n'avons pas ça. Par exemple, lui, il ne peut pas lâcher son boulot en France pour venir ici à l'aventure. Parce qu'on ne sait pas à qui il doit s'adresser, comment il doit... Par exemple, chez eux, si vous voyez, s'ils ont besoin d'informations sur l'entrepreneuriat, ils savent où aller. C'est clair, tout est clarifié. Exactement. Ici, quand ils arrivent au Mali, ils tournent entre les structures, ils n'ont pas l'information qu'il faut. Et à qui ils s'adressent, comment ça se passe, qui peut les aider, tout est flou en fait. C'est pour ça qu'on a parlé des réformes politiques. Il y a quand même une politique au niveau de l'APEJ. Effectivement, il y a une politique de la jeunesse, mais qui n'est pas à jour, qui existe depuis peut-être 20, 30 ans, quoi, qui n'a pas été mise à jour et qui ne prend pas en compte leurs besoins spécifiques de rejoindre. On a une opportunité unique de recevoir les jeunes de la diaspora au Mali. C'est le partage d'expérience et l'accompagnement des jeunes parce qu'ils ont pris des formations, des connaissances, des structurations à l'étranger. Et on a l'opportunité de les faire venir dans une plateforme pour qu'ils partagent ces informations avec les jeunes du Mali. Mais pour cela, il faut que ça puisse exister sur le papier et qu'on puisse les créer un cadre pour qu'ils puissent rentrer. Dans les autres pays, ça fonctionne parce que le cadre institutionnel est créé pour. Exactement. Au Mali, le cadre institutionnel n'est pas encore créé pour. C'est pour cela que les réformes politiques et institutionnelles au niveau des États généraux ont été très passionnants pour les jeunes. Et les jeunes sont venus de la France. Hein. Il y avait au moins 2 représentants de la diaspora. D'autres sont venus de d'autres pays. Eux-mêmes, je vous assure, ils ont pris leur billet pour être là. Exactement. C'est pour vous dire qu'ils ont envie de donner au Mali. Ils ont vraiment envie d'apporter quelque chose à ce pays. Et je pense que la conclusion des États généraux de la jeunesse
va nous permettre, je crois qu'on est sorti avec 287 recommandations, si ma tête est bonne, comme ça. Donc, ça va permettre à l'État de prendre des décisions et d'acter leurs besoins sur le terrain. Exactement. Et nous espérons que ça va vous permettre de rentrer très bientôt. D'accord, c'était la petite parenthèse, on vous a un peu interrompu dans votre élan, mais allez-y. Oui, moi ce que je disais, le rôle est des deux côtés. La jeunesse doit s'engager, l'État aussi doit accompagner cet engagement. Et par exemple, moi j'ai pris le risque de rentrer. Moi je suis rentré parce que j'avais un plan, j'avais planifié ma vie. Je me dis que la jeunesse doit se planifier. Il faudrait avoir un plan, il faudrait avoir une vision et maintenant l'engagement va suivre. Maintenant, pour cela, comme vous l'avez dit, il y a ceux qui sont prêts à s'investir, à rentrer, à servir. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? L'État maintenant doit les accompagner, les écouter et surtout les rendre le cadre propice pour pouvoir s'exprimer. Parce que dans tous les domaines, vous avez des Maliens à l'étranger qui sont super, qui sont excellents. Moi, j'en connais beaucoup. Mais pourquoi ils ne rentrent pas? Parce qu'ils ont peur de venir être là à ne rien faire. Et aussi ici, moi je pense que l'État ne prend pas cela comme une urgence et comme un impératif même d'éléments pour la gouvernance. Parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui où la sécurité n'y est pas, la gouvernance n'est pas au beau fixe. Donc pour eux, l'objectif primordial n'est pas de se penser sur la jeunesse qui peut s'exprimer parce que ça va prendre du temps. Il faut préparer cette jeunesse aux éventualités futures qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette jeunesse? La jeunesse, elle doit s'informer, elle doit s'éduquer et surtout, elle doit être décomplexée de jour en jour. Parce qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour apprendre. L'Internet est là, les plateformes sont là, tout est là pour apprendre. Mais justement, parlons de l'Internet, comment dire, Mme Niaré l'a très bien souligné, l'Internet aujourd'hui devient l'outil, au contraire, qui, excusez-moi, je ne veux pas utiliser ce mot qui est abruti, mais qui quand même n'aide pas les jeunes aujourd'hui, en tout cas une bonne partie des jeunes, pas tous, hein. Il y en a qui sont bien conscients et qui en font bon usage, mais il y a quand même une bonne frange qui n'en fait pas bon usage. Est-ce que aussi vous ne pensez pas que les politiques doivent aller dans ce sens, comme on a pu voir par exemple dans les pays asiatiques où il y a certaines applications qui n'existent presque pas? Il le faut. Vous pensez que le gouvernement doit aller un petit peu vers ça? Personnellement, non. Je ne pense pas qu'il faut aller jusqu'à ce point. Je pense qu'il faut laisser les applications, mais les diriger dans le bon sens. Et je pense que le ministre de la Justice a pris, comment ils appellent, la loi de cybercriminalité, maintenant qui interdit un certain nombre de pratiques sur les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Il est impossible de vivre sans les réseaux sociaux, pratiquement. Donc, autant l'utiliser, amener les gens à l'utiliser à bon escient que de fermer. Parce qu'effectivement, quand on arrive, par exemple, en Chine, dès qu'on descend, on n'a plus accès à WhatsApp. Exactement. Les gens sont obligés d'installer d'autres types de réseaux pour pouvoir communiquer. Mais de mon point de vue, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est aussi, non seulement notre population est jeune, on l'a dit, près de 60%, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas été bien formés, bien structurés, bien orientés sur leurs objectifs. Et si on arrive à faire ça, de mon point de vue, et aussi à utiliser cet outil, par exemple, quand vous regardez les soulèvements populaires qu'il y a eu il y a quelques années au Mali, et aussi cette nouvelle, enfin j'allais dire, passion de patriotisme, ou je ne sais pas comment dire ça, le vent qui souffle. Pas d'africanisme. Voilà, pas d'africanisme aussi. Vous vous rendez compte que les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant. Et aujourd'hui, si l'éveil des consciences est un outil qu'on utilise au Mali et au niveau africain pour éveiller les consciences. Donc, de mon point de vue, il serait contre-productif d'enlever. Mais est-ce qu'avec les jeunes, vous dites éveiller les consciences? Je pense que les consciences sont carrément éveillées, mais à 1000%. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que cette jeunesse, il ne faut pas juste rester au stade d'éveil de conscience. Peut-être qu'il faut vraiment être au-delà d'éveil de conscience et les impliquer dans les politiques et dans la gouvernance, tout simplement. En fait, c'est en cours. C'est un processus, par exemple. Dans la Constitution, vous y croyez? Dans la nouvelle Constitution, il y a des articles. Aujourd'hui, les Maliens de la diaspora, par exemple, les jeunes ont la possibilité de faire partie du Sénat ou de l'Assemblée. Ils n'avaient pas cette possibilité.
Aujourd'hui, c'est acté. Maintenant, ils sont en train de faire des lois qui accompagnent ça pour mettre les procédures, comment est-ce qu'on doit le faire. Donc, avec les états généraux de la jeunesse aussi, ils ont eu la possibilité de parler. C'est un processus. L'éveil, le point de départ de toute chose, c'est d'abord se rendre compte qu'on doit faire ça, sans savoir comment le faire même. Et donc, nous sommes au début de la chaîne. Parce qu'au-delà de l'éveil, comme il a dit, il faut créer un cadre institutionnel qui récupère les gens, qui fait venir les Maliens de la diaspora, qui crée même des emplois ici pour eux, pour les mettre comme experts et qui permettent de former les autres jeunes. Exactement. Donc, c'est un long processus qui ne s'installe pas du jour au lendemain. Et la transition a commencé il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Du coup, on est encore au niveau de balbutiement, je pense. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, moi je reviens toujours à la même chose, c'est ce qu'il faut. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, je pense aussi qu'on n'a pas besoin de supprimer quoi que ce soit. Mais il faut aider les gens, la jeunesse, à utiliser ce réseau à bon escient. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises... Mais comment aider? Parce que moi en fait, c'est ça que j'essaie vraiment d'avoir le... on dit il faut... Vous voulez des exemples? Vous savez. Des exemples exacts. Comment aider? Comment faire? Est-ce que... Aussi, voilà, c'est un outil. De formation simplement. Par exemple, quand on regarde le MOOC en ligne, on prend des cours en ligne. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre des cours gratuitement. Mais beaucoup sont plus intéressés par ce qui est amusement, parce que c'est ça qui amuse les gens. Les gens, en fait, les esprits sont tellement aujourd'hui figés sur l'inutile que on ne voit pas tout ce que ces réseaux peuvent nous apporter. Mais est-ce qu'avec ça, ça va faire avancer les choses? Bien sûr. On peut développer plusieurs entreprises sur un réseau avec une bonne publicité. C'est même ces histoires, pour vous rejoindre, c'est même ces choses que nous disons, entre guillemets, inutiles qu'il faut capitaliser. Par exemple, si vous prenez les guerres des... Je ne veux pas dire les noms, les guerres des gens là sur les réseaux sociaux, des personnes sur les réseaux sociaux, ces personnes-là, on peut les mettre comme les ambassadrices de la culture. Bien sûr. Qu'on arrête ça, par exemple. Donc, si on arrive à capitaliser, ce sont justement ces guerres-là qui sont des opportunités d'amélioration du système. C'est justement ça qui nous échappe. Parce que partout où il y a des problèmes, ce sont les mêmes personnes qu'il faut récupérer et les mettre en mission maintenant. Vous avez souligné tout ça pendant vos travaux dans les États généraux? Oui, j'ai parlé de la digitalisation. Non seulement il faut digitaliser le savoir pour les rendre accessibles aux jeunes, les accompagner pour qu'ils puissent savoir où chercher l'information, mais aussi assainir les réseaux sociaux et les transformer presque en outil de gouvernance, notamment d'éveil de conscience, de forme, un outil de gouvernance et non un outil un peu anarchique aujourd'hui qu'on constate sur le truc. C'est ça le but. Mais est-ce que vous voyez un petit peu cette jeunesse qui est hors de Bamako? Par exemple, la jeunesse qui se retrouve à Bayangara et tout ça, où l'accès à l'électricité déjà, l'accès à l'Internet pose problème. Comment prendre conscience de tout ça et davantage les intéresser, vous pensez? Déjà, il y avait un point... Parce que j'ai souvent l'impression, et on a souvent l'impression... Qu'ils ne sont pas là, quoi. Non, pas qu'ils sont pas là. Ils sont là, mais quand on parle de la jeunesse malienne, on a tendance à se focaliser sur la jeunesse malienne à Bamako ou dans le périphérie de Bamako, mais pas, par exemple, sur cette jeunesse qui se retrouve à Ségou, qui se retrouve à Caille, évidemment, parce que l'entrepreneuriat fait qu'il y a une certaine visibilité. Mais il y a des jeunes qui sont dans des zones, par exemple, on ne les voit pas. Vous savez que les états généraux ont été tenus dans toutes les régions du Mali et que les jeunes sont venus de toutes les régions du Mali. C'est pour ça que vous êtes là, évidemment. Oui, vous nous avec le gouverneur des régions. Et que ces jeunes ont inscrit dans les points à débattre les problèmes sur l'agriculture, par exemple. Il y en a qui parlent de l'agriculture, il y en a qui parlent de l'élevage, ils ont parlé, c'est pour ça que je dis que les jeunes qui sont à Bamako n'ont pas les mêmes problèmes que eux, la diaspora, même s'il est à Bamako maintenant. Et les jeunes qui sont dans les régions n'ont pas les mêmes problèmes. Et les jeunes même qui sont à Bamako, qui sont dans la rue, ou qui sont au marché, ou qui sont dans les bureaux, n'ont pas les mêmes problèmes. Exactement. Donc les jeunes qui sont à Bayangara, ou les jeunes qui sont à Mopti, ou les jeunes qui sont à Ségou, sont venus avec leurs problèmes. Et il y en a qui ont dit de mettre les régions, les spécialités par région, par exemple. Ils ont amené des idées innovantes. Hein. Ils parlent de calcaire. Secteur, le développement. Oui, ils demandent de mettre Kidal sur le sel, par exemple, qu'on avait. Ils demandent à Ségou de renforcer le truc, la partie agriculture. Ils demandent, mais sur le riz. Ils demandent, par exemple, à Sikasso de les spécialiser dans les fruits et légumes qu'on peut transformer, donc de créer des usines, par exemple, de transformation de jus. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes. J'étais dépassé parce que chacun est venu avec son lot de problèmes et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes défis. Ce qui peut couler de source ici, ce n'est pas les mêmes problèmes
auxquels ils font face. Mais on a aussi remarqué qu'ils sont pratiquement tous sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école. À quel niveau? Ils sont tous sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que toutes les communications sont parties sur les réseaux sociaux. Ils ont tous WhatsApp, qu'ils soient lettrés ou illettrés. Hein. Ça veut dire que nous avons toujours cette possibilité d'utiliser les réseaux sociaux pour former, informer. Malgré le niveau reculé des uns et des autres. Peut-être qu'il faut même augmenter l'accès aux réseaux sociaux, ou l'accès simplement à la digitalisation. J'allais en venir, c'est pour ça que j'ai voulu un peu tendre cette perche-là en disant qu'il faut augmenter l'accès. Les jeunes qui sont un petit peu hors de Bamako, ils ont parlé. Beaucoup de problèmes d'accès, hein, ils ont parlé. Notamment à tout ça. En parlant de jeunesse, vous avez quand même souligné dans vos explications la jeunesse, la politique, jeunesse. Est-ce que les jeunes, ils ont bien compris la politique, ou bien la politique a compris qu'elle pouvait vraiment... Jovan Maï qui sourit déjà à tout ça. Je pense... Jeunesse et politique au Mali, votre analyse, votre constat par rapport à ça? La jeunesse malienne doit s'impliquer davantage dans la politique. Il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. Parce qu'au niveau de la politique, moi je pense que c'est un marché d'idées. C'est celui qui a la meilleure idée qui passe. Alors il faut aller à l'essentiel. La meilleure idée ou l'idée la plus maligne? La meilleure idée, normalement, dans une bonne politique. Je ne parle pas dans la politique politicienne. Mais dans vraiment la politique, c'est la meilleure idée qui passe. Même si on n'a pas les moyens qu'il faut pour accéder aux grandes postes de décision du pays, on peut quand même apporter. Et moi, j'appelle un peu les hommes politiques à faire attention à la jeunesse. Il ne faut pas seulement utiliser cette jeunesse pour accéder, pour atteindre les objectifs. Non, cette jeunesse doit pouvoir être un bon héritier, un très bon successeur pour pouvoir continuer les bonnes politiques de gouvernement qu'on va lancer. Parce que l'État est une continuité. La continuité, elle est très importante. Il faut pouvoir, quand on a une idée sur place, elle peut être bonne ou mauvaise. Quand elle est bonne, il faut la conserver. Et quand elle est mauvaise, il faut tout de suite la mettre de côté et passer à autre chose. Une idée aussi ne peut ne pas être bonne ni mauvaise, mais elle peut être, elle aura besoin d'être travaillée et améliorée. Donc moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui, c'est le moment. On est dans un moment très capital de l'histoire de notre pays. Donc la jeunesse doit s'engager. Et on ne doit pas se dire que les vieux, les anciens. Non, les anciens aussi doivent être une école pour nous. Moi, je pense que le meilleur cadre, c'est celui qui a été aussi à la base de façonnation de la jeunesse. Il faut la façonner, cette jeunesse. Il faut pouvoir laisser derrière lui un fruit qu'on a accompagné jusqu'à être mûri. Moi, c'est ce que je pense. Magnaré, je vous ai vu sourire avant l'intervention de Cissé. Non, il a tellement raison. En fait, vous savez, dans les résolutions des États généraux de la jeunesse, il y a un point qui est sorti pour donner 30% des postes nominatifs et électifs aux jeunes, comme les femmes. Vous savez, avec la loi 052, donc qui ne donne pas aux femmes, mais qui donne au genre. Ça veut dire que quand on atteint 70% d'un sexe, l'autre sexe doit bénéficier des 30%, c'est vice-versa. Automatiquement. Mais comme c'est toujours l'inverse qui est fréquent, donc les femmes bénéficient de ça. Et j'ai toujours dit aussi, en dehors d'ici, que les femmes doivent aller avec les jeunes. Ça doit faire 30%, et nous laissons 40% aux autres. Pourquoi? Parce que les femmes sont toujours avec les jeunes. Et nous sommes toujours utilisés les uns et les autres pour aller juste voter quelque part. Et après, il y a une autre répartition du gâteau qui nous échappe complètement. Donc je me dis, j'ai toujours dit dans des rencontres de femmes, j'ai dit, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas avec nos enfants. Il faut récupérer les jeunes avec nous et les donner 30% comme on donne aux femmes. Et permettre à ce que les deux la fassent 60% et qu'on puisse apporter un vrai changement de paradigme dans notre pays. Et vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite, sincèrement. Moi, je voulais que vous alliez au-delà de ce que vous venez de me donner, parce que vous avez dit la jeunesse, les politiciens les utilisent, il ne faut pas qu'ils se laissent utiliser et tout. Mais est-ce que les jeunes ont réellement compris ce que c'est que la politique? Oui. Quelle force ils peuvent avoir? Quel poids ils peuvent réellement avoir face aux hommes politiciens? Parce que si les hommes politiciens font appel à eux pour pouvoir organiser ou rassembler des gens, ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine force. Mais est-ce qu'ils prennent conscience de ça et
évidemment renverser les choses. Ils ont pris conscience de ça aujourd'hui. Comme je vous ai dit, leur fêtière ne marche pas. D'ailleurs, ça a été suspendu par le ministère, le ministre des Sports. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont dans des guerres de leadership. Le ministre de la Jeunesse. Ou de la Jeunesse et des Sports. Ils sont dans les guerres de leadership. Et je pense que les politiciens... C'était devenu un nid de... Non, il faut diviser pour mieux régner, quoi. Donc, ils les manipulent, ils donnent un peu d'argent là-bas et puis ils montent les uns contre les autres. Et aujourd'hui, ils ont pris conscience de ça. Mais comme je vous ai dit, c'est une chose de prendre conscience de quelque chose, ça n'est une autre chose de résoudre le problème. Et la résolution du problème ne peut se faire qu'à travers les institutions du pays, notamment la volonté politique qui est portée par la présidence de la République, cette volonté politique qui est actée en vision, portée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est aussi descendu et qui est surveillé par la fêtière qui doit jouer sa partition, qui ne joue pas pour le moment, parce que la fêtière est devenue un champ de guerre fratricide, donc ça ne fonctionne pas. Donc ils sont en train aujourd'hui de trouver les voies et moyens. Le ministre de la Jeunesse et des Sports est en train de faire tout pour pouvoir mettre toute la jeunesse ensemble afin qu'ils puissent constituer une voie unique et porter leur vision. Donc on est vraiment, comme je dis au début, je prie pour que nous arrivions, parce que sans la jeunesse, il n'y a pas de pays. J'ai toujours dit, il n'y a rien. Il faut qu'on arrive vraiment et les femmes sont décidées, et je pense qu'on peut les mobiliser pour soutenir les jeunes, pour qu'on puisse les sortir vraiment dans tous ces défis auxquels ils font face et les donner la vraie place qu'ils ont, notamment au niveau de la culture, de la société, de la gouvernance, de la politique et de la gestion des institutions. Et aujourd'hui, quand on regarde de par le monde, le président africain, à part ces quelques pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu des changements aujourd'hui, nous sommes les plus vieux au pouvoir. Et cette jeunesse, mais ils passent leur vie, ils n'accèdent jamais à rien, parce que c'est devenu un regroupement d'amis. Un regroupement d'amis où ils se passent le relais entre eux. De ce fait, nos jeunes sont dans la rue. Ce qui fait que le statu quo ne peut plus continuer, ça c'est sûr et certain. Et tout le monde a pris conscience de ça. Autant les jeunes ont pris conscience, autant les femmes ont pris conscience. Maintenant, comment acter sur le terrain? Vous imaginez quand les gens se sont passés les relais pendant 50 ans et qu'on les siffle le match, qu'on dit que le match est terminé, ils ne vont pas partir doucement. Il faut qu'ils créent des problèmes. Vous imaginez tous les problèmes que nous sommes en train de gérer depuis. Ce n'est pas le Mali, c'est depuis au niveau sous-régional. Ils ne veulent pas lâcher. Donc, c'est à nous de persévérer et de montrer notre niveau de détermination, parce que plus on sera déterminé, comme le Mali, mais les autres vont avoir confiance aux jeunes et vont les jeunes doivent être les premiers, comme il a dit, à s'engager et à montrer leur détermination sur le terrain. Il n'est plus question aujourd'hui d'abandonner la place à d'autres. On a toujours besoin des vieux, mais il faut qu'ils restent en back-office maintenant. Mais quand il y a deux problèmes qui s'opposent essentiellement, la précarité et notamment l'éducation, comment vous pouvez vous projeter et voir des issues de sortie par rapport à ça? Bon, vous savez, l'éducation, c'est vraiment... Parce que les jeunes, quand on leur parle, quand on s'adresse à eux, ils diront, oui, c'est vrai, je veux bien m'engager, mais entre-temps, maintenant, ça veut dire je cherche mon prix du condument. Quand vous avez ces jeunes comme ça veut dire qu'il n'est pas engagé. Il y a un réel problème d'engagement. Mais face à ça, vous qui êtes jeune, par exemple. Oui, c'est ce que je disais. Moi, je pense vraiment que l'engagement est au-delà de tout ça. Quand on s'engage, on accepte aussi... Justement, quand l'engagement n'y est pas. Quand l'engagement n'y est pas, on va continuer de souffrir. Ça ne va pas changer. Le changement vient d'abord de l'engagement. Il faut d'abord s'engager, avoir une vision et être déterminé. Le courage va faire le reste. Maintenant, cette jeunesse, pourquoi elle ne s'engage pas? Parce que le système en a fait que, comme l'a dit madame, le système en a fait que la jeunesse, les jeunes et les femmes restent derrière. Maintenant, les choses ont changé. Les gens ont compris qu'il y a un autre moyen de le faire. Et quel est ce moyen? Ce moyen, pour commencer, c'est l'engagement. Il faut s'engager. Maintenant, comme nous sommes trois à jouer le match, les deux sont de côté, nous allons nous mettre ensemble. Et là, nous allons nous mettre avec les femmes et nous allons aussi avoir notre mot à dire. Et ce mot à dire, c'est quoi? C'est que vous n'allez plus diriger sans nous. Et nous aussi, il ne faut pas que le temps leur donne raison pour dire qu'il fallait vraiment les mettre de côté. Il faut que nous soyons sur le terrain, montrer notre capacité. Et quand la capacité est là, ils ne peuvent plus jamais diriger sans nous. Parce qu'à chaque fois, si la décision et puis les bonnes solutions viennent de nous, ils seront obligés de faire équipe avec nous. Voilà, donc l'engagement d'abord.
D'accord. Récemment, on a vu, on ne va pas citer le pays, hein, en Occident, un jeune président qui a nommé un jeune premier ministre de 34 ans. Est-ce qu'on peut espérer cela d'aussitôt pour le Mali? En tout cas, moi, je ne pense... Votre avis? En fait, je ne sais pas si ça peut être une porte ouverte pour une discussion pour le Mali. Hein. Peut-être oui, parce que l'ancienne équipe, c'est l'ancienne équipe avec laquelle il y avait eu les conflits et les échanges un peu houleuses. Mais s'il y a une nouvelle équipe qui vient, peut-être que ça peut un peu aplanir l'atmosphère et puis permettre de discuter. Je pense que vous n'avez pas situé ma question. Non, ma question est dit... je vais en venir à la question. Mais je veux dire que mettre un jeune de 34 ans pour Premier ministre, pour moi, il y a des jeunes qui sont devenus présidents de la République à 29 ans. Pour moi, ce n'est pas un problème. Là où il y a le problème, c'est que ce pays en question traverse une grande crise de son histoire. Et de mon point de vue, il était beaucoup plus, je ne sais pas si je dois dire le mot sage, je pense, ou modéré, d'amener quelqu'un qui avait vraiment fait des routes, qui avait de l'expérience, pour pouvoir d'abord faire face aux défis qu'eux-mêmes ils ont à l'interne, mais aussi les défis qu'ils ont avec les autres pays. Mais on a vu des présidents de 26, 27 ans qui sont... Notre président de la République n'est pas aussi âgé que ça, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'il y a aussi une préparation à la base qu'il faut avoir. Donc pour moi, là, je n'ai pas un problème. Mais c'est peut-être les défis auxquels ils font face. Mais vous me direz peut-être que les défis vont aussi permettre au Premier ministre de montrer que la jeunesse est aussi compétente et qu'on peut les faire confiance. Si c'est votre avis par rapport à cette question. Moi, je pense que l'âge, c'est seulement des chiffres. Hein. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment faisable. Mais il ne faut pas le faire parce que les autres l'ont fait. Il faut le faire sur base de vraies raisons politiques pour pouvoir le faire. Déjà, moi, je pense que nous, on n'est pas à ce niveau maintenant. Le plus important, c'est d'asseoir une bonne base. Parce que les hommes sont de passage. Mais le système, quand il est bien ancré, quel qu'en soit celui qui vient, ça va bien se passer. Donc on est aussi à un moment aujourd'hui où on est en train de réformer l'État, on est en train de revoir la chose totalement. Et il faut apprendre. Ce qui s'est passé est déjà passé. Il faut apprendre des erreurs du passé. Il faut désormais grandir, il faut aller de l'avant, il faut fédérer les idées et surtout il faut voir dans la même direction. Moi, c'est ce que je pense. Mais la jeunesse, elle aura son tour tôt ou tard. Que celui qui veuille ou pas, la jeunesse va finir. Déjà, c'est notre tour. Le président qui est là aujourd'hui, il est jeune. Et il est fier d'être jeune. Il n'est pas venu comme on le veut, mais il s'assume. Il est jeune. Et je pense que nous aussi, nous allons suivre les pas. Nous allons l'accompagner jusqu'à ce que ça soit une belle réussite pour le Mali. Il y avait une question par rapport à la précarité. Oui, par rapport à cette précarité qui peut être un petit handicap, quelque part. Juste pour accompagner M. Alpha, c'est qu'il y a des réformes en cours pour réduire les coûts de participation des jeunes aux élections. C'est un frein. Par exemple, quand on dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, qu'il faut payer 20 millions, c'est 50 millions, mais aucun jeune ne pourra être candidat. Donc, il y a des réformes ou des possibilités d'alléger un peu la participation, ou d'encourager la participation peut-être des jeunes. Et aussi, il y a les 30%, comme je dis, ça pourra aussi apporter un plus avec la précarité, parce que si les hommes politiques arrivent à les manipuler, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas accéder à ça sans passer par eux. Ça motive. Voilà. Mais si on les donne 30%, ils ont l'obligation de les inscrire comme candidats. Ça motive. Donc, mais on voit aussi une certaine manipulation de cette jeunesse-là. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. C'est que, toujours en politique, hein, c'est vraiment là le nœud de la chose, c'est qu'ils galvanisent cette jeunesse en manipulant cette jeunesse en disant « Ok, faites tout votre possible pour que je sois ministre, pour un exemple. Et vous, en retour, vous serez conseiller, chargé de mission et tout ça. » Il y a toujours ce risque dans la politique, de façon générale. Ce n'est pas seulement avec les jeunes, ça c'est de façon générale. Favorable ou non favorable? Moi, j'ai plutôt un autre problème avec les jeunes. C'est que, par exemple, l'ancien président qui est passé, qui a donné l'opportunité aux jeunes de travailler avec lui, parce qu'il a quand même donné l'opportunité à beaucoup de jeunes, ça ne s'est pas bien passé. Donc, vous parlez de feu Ibrahim Boubacar. Exactement. Donc moi, je souhaiterais que les jeunes quand même prennent conscience de ça, que quand on leur donne l'opportunité d'occuper des postes
qu'il faut qu'ils fassent que ça se passe bien pour la postérité. Exactement. Parce que déjà, ils ont du mal à accéder à ça. S'ils accèdent à ça et qu'ils viennent encore faire beaucoup de choses qui ne marchent pas, il faut faire ses preuves. les autres là vont avoir la possibilité de dire que mais on vous a mis là-bas, vous n'avez rien fait. Donc il y a toujours ce risque de manipulation, mais c'est à eux de s'assumer. Comme il a dit, ils doivent s'assurer que d'abord ceux qui vont arriver là-bas sont réellement compétents, que ce n'est pas sur la base des copinages, mais qu'après, qu'ils s'assurent que techniquement, ils peuvent et que déontologiquement, ils tiennent le poste. Et sinon, si ça se passe une fois, deux fois, trois fois et que les gens commencent à... Mais ils vont avoir même une raison de ne plus les prendre. Donc pour moi, je crois qu'ils doivent voir ça entre eux pour pouvoir moraliser un peu leur participation à la vie politique. Personnellement, moi je pense que être manipulé, c'est celui qui vous manipule connaît vos défaillances. Oui, les faiblesses. Il faut avoir des faiblesses, des défaillances pour être manipulé. Si cette jeunesse est fédérée, si celui qui est en face a quelque chose à mettre en avant et que la personne qui veut le manipuler, c'est bien que sans lui, ça ne peut pas marcher, mais il est obligé de le mettre. Donc là, ça devient une obligation. Et quand on vous met par obligation, parce que vous avez de la compétence, c'est pour faire bien les choses. Et moi, je pense vraiment, je soutiens vraiment cette idée. La jeunesse doit s'assumer. Quand on vous met, il faut montrer le bon exemple. Exactement. Parce que vous représentez toute une jeunesse ou tout un fragment de population qui est mis de côté. Donc il faut plus accepter cela. Il faut être dans les centres de décision parce qu'on a quelque chose à donner. C'est pas parce qu'on doit nous manipuler pour aller de l'avant. Non, ça c'est fini. La jeunesse aujourd'hui, nous sommes décomplexés et nous sommes prêts à jouer notre rôle pour que les choses se passent bien. Il y a quand même une jeunesse aussi qu'on voit de plus en plus, hein, c'est la jeunesse militante qui sont évidemment beaucoup dans les organisations de la société civile et qui revendiquent ce panafricanisme et tout. Votre avis par rapport à tout ça? Je pense que c'est les résultats de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, comme il a dit, c'est pas seulement au niveau politique, hein, tous les jeunes ont envie d'apporter leur contribution à la construction de l'édifice. Mais le gros problème que les jeunes ont aujourd'hui, c'est qu'il y a des sortes de blocages. Parce que, comme je vous ai dit, les anciennes générations, c'était un regroupement d'amis. Donc, ils ont verrouillé. Même au niveau de la société civile, il y a des choses qui se passent entre certaines personnes d'un certain niveau. Les autres qui sont plus bas là n'ont pas accès. Donc, pour moi, je pense que notre rôle de responsable, des leaders et d'obligation de restitution de la société nous oblige à préparer notre postérité. Nous ne pouvons pas nous permettre à occuper des postes à 70, 75 ans et nous permettre de mourir alors que personne n'est prêt pour prendre la relève. C'est ce qui arrive. C'est ça l'échec. C'est ça qui arrive. Et donc, il y a un regroupement, une sorte de clan qui se retrouve au sommet avec les gens d'un certain âge, mais qui n'implique pas les jeunes. Donc, quand ils meurent, il n'y a rien. Il n'y a pas de postérité. Que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit même au niveau social. Au niveau social, nous avons l'obligation en tant que leader de préparer après nous. C'est une obligation. Et donc, si les Maliens commencent à comprendre ça, peut-être tous les Africains aussi, qui comprennent que nous devons préparer notre départ, mais ils vont accepter de donner la place aux jeunes, à défaut de prendre le titre, mais au moins les former techniquement. Après, eux, ils auront leur tour, mais s'ils ne sont même pas formés pour prendre quelque chose, après, eux, ils vont faire quoi? C'est compliqué. Si c'est... Moi, cette théorie de laisser leur place ne m'enchante pas du tout. Parce que moi, je pense que quand on vous laisse la place, il faut pas qu'on nous laisse la place. Nous, on veut récupérer notre place, ce qui nous est dû. Donc moi, je pense que cette société civile aujourd'hui, il faut qu'elle soit aussi à l'œuvre. Il faut pas... Mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le cas. La société civile aujourd'hui, elle est mouvementée, elle bouge, elle pose des actes, elle s'assume. C'est bien. Et avec la jeunesse aussi, qui veut aussi faire bien les choses, moi je pense que ça va bouger. La société civile, elle est à encourager. Par exemple, en Turquie, moi j'ai vu des programmes que la société civile faisait. Ils interpellaient souvent des ministres d'État, des hauts responsables. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ça se passait dans le respect. Et ça permettait également aux ministres d'avoir des idées et aussi de donner des explications sur les décisions qu'ils ont prises. Chose que j'ai beaucoup aimé. J'invite nos autorités à l'appliquer. Et comment ça se passait? Ils invitaient par exemple le ministre de l'Éducation nationale, exemple. Ils invitaient aussi des étudiants qui avaient des revendications. Ils viennent, ils font des revendications, ils posent des questions au ministre sur les décisions qui ont été prises. Et souvent, ça permet au ministre de se rattraper.
de voir l'erreur qu'il a fait et d'expliquer pourquoi ça s'est passé ainsi. Aujourd'hui au Mali, on a des ministres quand même qui sont bien aimés de la population. Je prends exemple sur le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale parce qu'il prend des décisions fortes. Et aujourd'hui, le Mali, étant un pays tellement isolé par les autres sur la scène internationale, mais ça ne l'empêche pas de prendre des décisions fortes. Donc nous, la jeunesse, on a besoin de l'interpeller, de l'entendre. Mais pourquoi et comment il fait pour prendre des décisions aussi fortes et il se base sur quoi pour le faire? Parce que beaucoup de gens pensent que le Mali est un État un peu défaillant, on est faible vis-à-vis des autres États, parce que voilà, il y a un renversement de pouvoir politique. Donc moi je pense que ça, ce sont des initiatives qui facilitent aussi la gouvernance. Il faut impliquer les uns et les autres. Moi je ne parle plus de la jeunesse ici, mais je parle de tout le monde. Il faut que la démocratie, elle soit participative. La démocratie aujourd'hui, elle doit s'ouvrir à tout le monde. Tout le monde doit s'exprimer, s'expliquer, mais surtout sur une base de respect bien donnée. Donc moi je pense que ça peut beaucoup aider les gouvernants à impliquer une bonne gouvernance pour la bonne gestion de l'État. C'est vrai que ce constat peut quand même se faire, hein, pour appuyer M. Cissé, c'est qu'on n'arrive pas souvent à voir... Les jeunes sont dans des initiatives, des conférences, des foires, des associations, mais il n'y a pas cette étroite ligne entre le gouvernement et la jeunesse en tant que telle, et la jeunesse inclusive. Hein, je ne veux pas dire ceux qui sont déjà... entre guillemets, peut-être même avantagée, mais la jeunesse inclusive. Donc ça, je crois que c'est déjà presque une recommandation qui est avancée ici. Parlons des jeunes, parlons surtout de l'entrepreneuriat des jeunes. Le gouvernement ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, ça c'est sûr, surtout avec le contexte qu'il y a aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller dans une réflexion où on met en place des mécanismes pour pouvoir booster l'entrepreneuriat jeune? Vous qui êtes dans le réseau des femmes leaders, je pense que vous travaillez beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et de toute façon, les jeunes ne veulent plus travailler pour le gouvernement. Ça, c'est un constat. Ils ne sont plus intéressés par aller forcément dans le bureau, mais ils ont besoin qu'on leur donne des opportunités. C'est pour cela que je vous avais dit qu'ils ont parlé un peu des usines à construire, ils parlent de la transformation, ils parlent des formations à faire, ils parlent d'aller s'investir dans l'agrobusiness, ils parlent de comprendre l'élevage. Donc, ils ont d'autres rêves, d'autres types de rêves, quoi, qui ne sont pas forcément allés dans le bureau, comme les pères, comme les grands-pères, parce qu'on était fonctionnaires de bout en bout pendant 60 ans, et puis on partait à la retraite. Eux, ils ne pensent plus comme ça. Ils sont en train de parler de savonnerie, ils sont en train de parler d'autres choses. Moi, j'étais ou de transformation de calcaire, ou de... Voilà. Ils ont beaucoup d'autres idées. Et de mon point de vue, nous ne pouvons pas les empêcher d'aller dans ce secteur. Pour moi, l'État doit accompagner, simplement. Créer le cadre qu'il faut, les permettre d'accéder à la formation, les accompagner, parce que souvent, ils ont des problèmes pour la gestion. La plupart du temps, ces jeunes-là ont des problèmes pour gérer les unités qu'ils ont. Donc, les accompagner pour mettre un système de gestion et les permettre d'implanter des unités qui peuvent permettre d'embaucher. Ça va réduire un peu le chômage, le taux de chômage. Donc, ils sont vraiment très actifs dans ces pensées-là, dans ces idées. Et ils ont beaucoup parlé de l'élevage de volailles. Il y avait beaucoup d'idées, à tel point qu'on avait du mal à recenser. C'était vraiment très bouillant dans leur tête. Et aussi pour un peu rejoindre M. Cissé pour l'interpellation, le même système un peu différent existe au Mali, c'est l'espace d'interpellation démocratique, l'EID. Et ça se passe avec les députés. Députés avant, mais aujourd'hui le Conseil national de la transition. Donc ils ont la possibilité... Ça c'est toujours actif. Voilà, ils ont la possibilité d'interpeller les ministres pour les demander sur leur gestion. Mais ce dont ils parlent, c'est d'amener peut-être ça au niveau des écoles, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des... C'est ça qui n'existe pas. Donc, mais en se disant que les députés sont un peu les représentants aussi du peuple, donc on peut aussi passer comme ça peut être libre. Est-ce que le relais est réellement fait aussi? Parce que moi, jusque-là, j'en ai pas vu beaucoup de jeunes qui ont pu dire on a interpellé au niveau de l'Assemblée nationale à travers un député pour que le ministre puisse répondre à cela. Non, ce n'est pas les jeunes. Je disais que ce sont les députés qui gèrent ça.
qui gère ça. Qui Donc gère- le jeune qui va gère- interpeller le député. Non, c'est ou le bien- député qui interpelle le ministre. Exactement. Et c'est transmis directement à la télé. Par l'imposition d'une motion de Voilà. censure. Bien sûr. Exactement. Voilà. Bien sûr. C'est le D'accord, député qui le j'avais fait cru. dans le cadre du Mali. Mais c'est dont lui il parle, c'est de laisser les jeunes dans leur humiliation et d'interpeller. Je dis que ça n'existe pas. Peut-être c'est une opportunité Bien sûr. de mettre une plateforme d'interpellation Exactement. des ministres, des... Et c'est même jovial. Oui, oui, de mettre très une jovial. plateforme d'interpellation des aides, peut-être pas les ministres seulement, de tous les administrateurs, des gouvernants, Les tout le monde, responsables des de partis l'État. politiques. Oui. Il faut interpeller tout le monde parce Tout le monde. qu'aujourd'hui, il y a une déviance totale du système. Donc, je pense que c'est une opportunité peut-être de mettre une plateforme en place et d'interpeller les uns et les autres en fonction des incompréhensions, pas forcément pour attaquer même, Non, non, mais non. pour comprendre même la gestion. Exactement. Pourquoi c'est fait ça? Comment vous avez pris telle décision? Quand vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on vous cède la place et que vous voulez récupérer, c'est dans le sens que ce n'est pas vous, c'est pas que vous êtes demandeur, c'est le système Comme qu'il est qui veut demandé. ça. J'ai compris, ouais. Parce que le relais doit obligatoirement passer. Exactement. Pourquoi on a aussi des ruptures au niveau de la connaissance de la culture? C'est parce que le relais n'est pas passé. C'est vrai. Le relais il faut obligatoirement préserver les connaissances et les savoirs du pays. Et pour ça, il faut que le relais passe. Il faut laisser fluidifier les choses. Et tant que c'est récupéré au niveau de quelques groupes ou de quelques personnes, mais nous perdons ces savoirs. Si ces personnes en viennent à partir, et nous savons que tout le monde va partir, c'est le destin commun. Donc, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas forcément demandeur, mais c'est l'organisation de notre pays qui doit permettre la restitution de ce qu'on récupère pour ce pays. C'est ça. D'accord. Nous avançons dans notre réflexion, téléspectateurs de Mandi TV. Je suis sûr que vous nous suivez dans cette réflexion-là et j'espère que parmi nos téléspectateurs, il y a bon nombre de jeunes qui peuvent entendre un petit peu ce qui se dit ici. Moi, j'ai juste une question à vous poser. C'est vrai que vous êtes jeune, peut-être que c'est un peu compliqué, mais quelles sont les perspectives pour la jeunesse malienne dans les 5-10 ans à venir, selon vous? Ok, pour moi, ils sont énormes. Ils sont énormes. Quand je pense Oui. aux tâches qui nous attendent, c'est énorme. Parce que déjà, la première chose qu'il faut vraiment faire, comme je dis, c'est d'organiser déjà ce papier. C'est les réformes. Parce qu'on ne peut rien faire sans les réformes. Un État n'agit pas sans papier. Il faut un mandat donné à quelqu'un D'action. qui fait quelque chose, qui a une responsabilité de quelque chose. Ouais. Si nous avons dépassé ce cap, c'est les réformes au niveau de l'éducation. Vraiment, ça part dans tous les sens. Il y a 3 voies d'éducation au Mali aujourd'hui. Il y a normalement le modèle occidental, ça c'est l'école standard comme nous avons tous fait. Il y a le modèle religieux, comme on dit les madrasas et autres là. Mais il y a normalement le modèle culturel malien. Où il est? Ça n'existe pas. Il En fait, n'existe pas. nous n'existons pas dans notre propre système. Donc ça, c'est des réformes qu'il faut mettre en place rapidement. Et dans le temps, il y avait des centres de transmission des savoirs. Et il y avait des étapes initiatiques dans la vie des jeunes qui les permettaient de transmettre des savoirs. C'est comme Fura Siriso, Bolokoliso et Konyoso. Tout ce qui est so là, ce sont des centres, des chambres d'initiation qui aussi ont perdu leur valeur. Parce qu'aujourd'hui, il y avait par exemple, quand on parle de Konyoso, il y avait la Mayumbara qui accompagnait pour transmettre. Mais avant, il y avait aussi un système qui permet de former le garçon pour devenir un homme. Mais où est-ce qu'on a ce système? On est là plus. Donc les gens apprennent des choses sur le tas et nos enfants ne deviennent jamais des femmes ou des hommes. Souvent, on a du mal à couper le cordon parce qu'on ne les a pas alertés sur leur rôle et leurs responsabilités qui étaient prises en compte dans la transmission traditionnelle sociale. Déjà dans la qui n'existe société, pas, en plus... qui n'existe plus. Donc c'est pour cela que nous sommes soit européens, soit arabisants. Soit rien. Soit rien. Soit Carrément, tout. Non, plutôt tout, c'est encore plus grave. Parce que quand on est rien, au moins on est dans son coin. Mais quand on est tout, ça va dans tous On les est rien sens. aussi en même temps. Et ça va dans tous les sens parce qu'on croit tout savoir. C'est vrai. Donc c'est pour vous dire que pour moi, le prochain chantier qui urge après les papiers là, c'est de modeler l'homme malien, le jeune ou l'enfant. Peut-être qu'il faut commencer depuis les jardins, je ne sais pas. Oui. Mais qui sommes-nous? Et qui est-ce que nous voulons être? Que valons-nous? Voilà. Et que voulons-nous réellement? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle il faut apporter obligatoirement des réponses rapidement.
D'accord, merci beaucoup pour quelques pistes de perspective. Je vais me tourner vers Cissé, selon vous, au-delà de ce que Madame Niaré a pu avancer dans 10, 15 ans, 20 ans peut-être, non, c'est même trop loin, hein, 5, 10 ans, je vais dire. Quelle perspective pour la jeunesse malienne? Vous savez, moi, je nous ramène un peu en arrière. Avant, quand nos aînés partaient étudier, ils étaient très restreints. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui partaient étudier. Il y avait très peu. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde est ouvert, le monde est devenu un petit village. Et partout où vous partez, vous avez des étudiants maliens un peu partout. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle de décomplexion, c'est ça. Nous sommes totalement décomplexés. Parce que nous sommes partis chez eux, nous avons vu comment ils vivent, et nous avons compris qu'ils ne valent pas mieux que nous. On peut faire mieux qu'eux. Le développement, chacun a son tour au développement. Et le développement, plus il est récent, plus il est bien fait. Et moi, je pense que dans 10-15 ans, je le souhaite vraiment que nous ayons une jeunesse d'action, une jeunesse qui agit et une jeunesse qui s'assume pleinement sur tous les cadres, que ce soit politique, économique, parce que l'économie aussi c'est la base de tout, que nous ayons des ingénieurs qui aussi mettent en avant le savoir-faire malien. Parce que quand on parle de gouvernance, la gouvernance se résume seulement aux moyens que l'État applique pour gérer ses affaires courantes. C'est ça la gouvernance. Et on n'est pas obligé de définir la gouvernance comme le fait les autres pays, les pays développés. Parce que nous n'avons pas les mêmes conceptions de vie, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas aussi les mêmes ambitions de devenir. Pour nous, c'est quoi être épanoui? C'est pas la même chose pour eux. Nous avons une société autour de la chose qui est là, qui est le pivot de la vie. Donc, moi je pense quand même dans 10-15 ans, nous serons un pays très épanoui. Et j'aimerais aussi finir par cette citation de Abdoulaye Wade qui m'a toujours donné la force de m'engager. Il disait « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras ». Donc moi je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse est en train de façonner une belle idée. Et elle s'engage, elle est décomplexée. Et je suis sûr et certain que nous serons un grand peuple et dans les années à venir, ça c'est sûr. En tout cas, c'est par ces mots magnifiques que clôture un peu notre réflexion du jour, téléspectateurs de Mandé TV. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin. Vous avez déjà avancé pas mal de pistes en recommandations et tout. Je vais vous donner votre mot de la fin, avec peut-être 2-3 recommandations qui n'ont pas été peut-être citées. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire que les jeunes constituent la vraie richesse de notre pays. Au-delà de l'or, du pétrole, là-bas, de ci, de l'eau, la vraie richesse que nous avons, c'est l'homme, et l'homme humain. Et nous ne pouvons atteindre le niveau de l'homme responsable, engagé, structuré, battant, et jouant sa partition que si nous avons les jeunes qui sont au même niveau, structurés, encadrés, orientés, protégés, soignés, éduqués et tout ce qui va avec, qui sont dans la gouvernance et qui vont porter notre pays d'un point à un autre point. Et donc pour cela, nous avons besoin de les faire confiance et de les accompagner, de structurer et de les permettre de s'épanouir, d'exploser, parce qu'aujourd'hui, ils ont envie de jouer leur partition. Et personne, de mon point de vue, ne pourra arrêter ça. Soit on va faire avec eux et qu'ils acceptent qu'on avance, soit ils vont quand même jouer les partitions d'une façon ou d'une autre, même négativement, mais ça se fera. C'est sûr. Donc si nous avons compris ça, nous avons tout compris. Et pour moi, le dernier mot que je peux dire, c'est que les recommandations, c'est que l'éducation, que ce soit du côté traditionnel ou moderne ou quoi que ce soit, nous avons besoin d'avoir des jeunes qui savent exactement qui ils sont. Parce que si, avant, vous savez, pour la petite histoire, il disait que quelqu'un pouvait venir mettre des choses au bord du goudron, les vendre, sans pour autant saleté. D'accord, merci beaucoup. Je me retourne vers Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, vos recommandations, votre dernier mot, on pourra dire, pour clôturer cette réflexion aujourd'hui. Tout d'abord, moi je remercie Mandé TV pour l'invitation et je souhaite que ça soit continuel, ces cadres d'échange. Et je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite dans votre travail de tous les jours. Merci beaucoup. Alors pour le mot de fin, moi je pense que
la meilleure des ressources est la ressource humaine, quelle qu'en soit la ressource naturelle que vous pouvez posséder. Si vous n'avez pas une bonne ressource humaine pour jongler et gérer, avoir une bonne gestion de ces ressources naturelles, ça n'a pas de sens. Alors moi, je pense que la jeunesse doit être vraiment accompagnée, elle doit être focalisée sur l'essentiel et nous devons être une jeunesse qui cultive l'excellence au quotidien. Et quand on cultive l'excellence au quotidien, on est ambitieux et soucieux du devenir du pays. Alors également, il faut redéfinir le développement parce que le développement, chacun a son développement à son image. C'est pas parce que l'autre à côté a un développement, je sais pas, à sa manière, que nous sommes obligés d'importer ce développement. Non, il faut faire le développement à notre image en prenant en compte nos valeurs culturelles, nos valeurs sociétales, nos mœurs. Et c'est comme ça que nous allons fonder un grand État, avoir une continuité. La période dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une période critique, mais aussi la meilleure des périodes que nous devons avoir pour un avenir meilleur de ce pays. Parce que c'est la dernière chance que nous avons. Et moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la jeunesse sacrifice de l'avenir de ce pays. Si ça marche, c'est pour toujours. N'espérons pas. Je n'ose pas que ça ne marchera pas, parce que je suis sûr et certain que ça marcherait. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, mes invités sont Madame Maï Niaré, vice-présidente du réseau international des femmes leaders, et aussi elle a été experte pendant les états généraux de la jeunesse qui se sont déroulés il y a juste quelques semaines. Madame Niaré, merci beaucoup d'avoir apporté cette réflexion sur le plateau de Mandé TV. Deuxième invité, téléspectateur de Mandé TV, il s'agit de Monsieur Alpha Cissé. Il est spécialiste en gouvernance et financement du développement international et également professeur de relations internationales à l'université ISC Business School. Monsieur Cissé, merci. Mais vraiment, merci d'avoir apporté cette réflexion. En conclusion, je dirais seulement qu'il est essentiel pour la jeunesse de se former, de garder nos valeurs et évidemment d'être très engagé pour pouvoir être davantage impliqué à la gouvernance au Mali. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin cette réflexion du jour qui a pour thème comment inciter et impliquer davantage la jeunesse à la gouvernance au Mali. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion à poser sur ce même plateau, même heure. Entre-temps, restez sur toujours les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.